Bienvenue à cette troisième saison, enfin pas saison, plutôt ce troisième épisode de la saison des Jeudis de l'IUD. Donc nous sommes toujours dans la logique et dans la progression sur ce sujet-là. Donc je vous rappelle le programme. Hop. Donc nous avons eu les bases, les fondamentaux au niveau réglementaire. On a fait le point sur l'impact à l'hôpital en matière de liens, de systèmes d'information. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux échanges d'informations fabricants-hôpital. Et pour ces interventions-là, cette préparation, nous aurons plusieurs intervenants qui sont avec nous donc aujourd'hui. Avant de vous donner le programme précis, voici quelques rappels de base pour le bon fonctionnement. Toutes les interventions se dérouleront les unes après les autres. Si vous avez des questions, vous les posez pas dans le chat, mais dans Q et R ou Q plus R, suivant comment c'est présenté sur votre écran. Et ces réponses seront soit traitées en fin de session dans le temps imparti, sous la houlette de Cécile Vaugelade. Et pour ceux ou celles d'entre vous qui auraient posé des questions, vous aurez parfois la réponse dans Q plus R aussi. On fera éventuellement des réponses en direct. Les intervenants pourront répondre en direct sur Q et R. Sinon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Toutes les questions et réponses seront valorisées en fin de saison. On fera une foire à questions qui sera accessible avec les supports et les présentations sur les sites du SNITEM et d'Eurofarmat. Je vous rappelle aussi que de toute façon, les sessions sont enregistrées et donnent lieu donc à une diffusion en replay pour ceux qui n'ont pas pu y assister sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc pour vous, le plan de décor d'aujourd'hui, donc pour cet épisode 3, on va avoir une présentation par Éric Sebelin, qui est expert interopérabilité, donc il va pouvoir nous parler de façon précise de ce que l'on entend par l'interopérabilité, par les standards d'interopérabilité à utiliser. Il est attaché donc à l'Agence numérique en santé, qu'autrefois on appelait l'ASIP, qui est donc devenue l'Agence numérique en santé, et il est plus particulièrement sur la direction expertise, innovation et internationale. Ensuite, nous aurons Laurence Azoulay, que vous aviez connu dès la première session, qui est catégorie manager senior chez GS1 et qui présentera la fiche produit DM de GS1, le type GS1 qui a été donc réalisé et qui est en finalisation quasi prochaine. Pour illustrer toute cet échange, nous aurons Monsieur Alban Goujon de Beauvivier, qui est chez Boston Scientific et qui est Customer Service Project Manager, qui nous parlera des intégrations de ces données au niveau du fabricant. Et enfin, nous aurons deux illustrations de ce que l'on appelle les e-catalogues, avec d'une part Camille Labonne, qui est chef de projet transformation numérique de la direction des systèmes d'information et des processus. C'est un titre très long, Camille, au RESA, donc groupement d'achat national des hôpitaux. Et le second exemple sera présenté par Agnès Vabois de ACL Santé. Donc Camille parlera de e-cat santé et Agnès de e-catalogue ACL Santé. Voilà, donc je donne tout de suite la parole à Eric, qui prend l'écran, qui récupère l'écran et qui peut présenter. D'accord, je vais faire je vais tenter la manipulation. Je ne sais pas si vous voyez. C'est parfait. C'est parfait. Vous la mettre peut-être en grand, mais sinon c'est parfait. Vous pouvez la mettre en diaporama. Ah oui. Mais vous êtes déjà à la seconde, mettez-vous peut-être à la première. Voilà. À partir du début, tout à gauche. Voilà. Ah ben parfait. Parfait. Je vous remercie de m'avoir invité, donc Éric Sebelin de l'ANS. Donc je vais vous présenter plutôt les travaux que nous avons effectués à l'ANS concernant la traçabilité des DMI, mais ça va effectivement nous amener sur une modélisation des échanges
dans le circuit du DM et en même temps parler des standards d'interopérabilité pour la traçabilité et pour l'alignement du DM sur Fire. Alors, je ne sais pas si ça peut vous convenir. Donc, en fait, la genèse en fait, de nos travaux a commencé un petit peu il y a quelques temps, en 2018, où l'ANS avait été mandatée par le SNITEM et le CNOP et EHTrace pour réaliser le volet traçabilité des DMI en établissement de santé. Donc, au sein du cadre donc, du CISIS de l'ANS, nous avons initié et créé en fait un volet qui va modéliser ou qui modélise les échanges des données dans le circuit des DDM ou des DMI en établissement de santé. Donc, en fait, il y a à la fois une étude métier. Après, nous avons une étude de normes standards et une étude de spécifications techniques. Donc, ce volet il met en application, bien sûr, les nouvelles règles liées au règlement européen. Donc, là, ça permet effectivement de sécuriser, d'avoir une traçabilité des échanges par l'identifiant unique du dispositif, l'ID. Donc, c'est exactement dans le sujet d'aujourd'hui. Et en même temps, on a un système d'identification qui doit être adossé, bien sûr, à la base de données EDAMED. Donc, tout ceci, c'est bien expliqué dans notre étude de métier. Et notre étude de métier, bien sûr, doit être conforme à la liste des données que doivent enregistrer les établissements de santé dans le cadre de la traçabilité sanitaire. Donc, les données enregistrées par la PUI, les données enregistrées par les services utilisateurs, par exemple le bloc, et puis les données apportées dans le dossier médical et les données à transmettre aux patients. Donc, l'étude ANS, traçabilité DMI, comporte en fait une étude métier qui a été réalisée, des spécifications fonctionnelles qui sont décrites, qui correspondent en fait aux principaux workflows métiers du circuit DDM en établissement de santé, avec justement pour chaque événement un appel à la gestion de traces. C'est cet appel de la gestion de traces que nous allons vraiment zoomer, nous allons identifier, sur laquelle nous allons apporter des normes et standards. Et donc, cette gestion de traces, pour chaque grand événement du circuit du DM, nous avons, cette gestion de traces repose en fait sur un volet qui existe, qui est en concertation maintenant jusqu'au 14 juin, qui s'appelle traçabilité des événements. Bien, traçabilité des événements, c'est une généralisation des traces dans la santé, mais ça peut être aussi en dehors de la santé, en fonction des contraintes et de ce qu'on veut tracer. Donc, on a modélisé, je dirais, la traçabilité, l'événement de trace, et on va voir que les traces qui concernent les DM peuvent être embarquées dans ce genre de flux. Donc, on a l'élaboration de la brique élémentaire, ça nous a conduit à élaborer, à modéliser la brique élémentaire du DM, une modélisation qui a été faite en collaboration avec les GT, dispositifs médicaux, qui sont pilotés par Interop Santé, FAST et l'ANS depuis 2019. Alors, pour information, le prochain GT aura lieu mi-juillet 2021 et effectivement, il est ouvert à tout industriel qui voudra bien s'enquérir de toutes ces problématiques. Donc, les organisateurs, c'est Jean-Charles Dron et Étienne Dubourdieu de FAST. Alors, après, dans l'étude métier, nous avons aussi donc l'élaboration du DM qui sera incorporé à ce qu'on appelle à l'ANS au modèle des objets de santé, c'est-à-dire le MOS, c'est-à-dire que là, on modélise et on publie ces modélisations des objets de santé, et donc tout ce qui concerne le DM sera évidemment porté dans cette publication dans le site de l'ANS. D'autre part, on a élaboré également un alignement des attributs justement du DM avec Fire. Donc ça, c'est la partie étude métier fonctionnelle. Après, nous avons l'étude des normes standards pour la traçabilité.
Donc, c'est l'instanciation et la concrétisation de l'étude des normes et standards génériques, gestion des traces du volet de traçabilité des événements. Donc là, on décrit, je dirais, l'ensemble des normes et des standards possibles pour tracer justement tous ces événements, que ce soit des événements indésirables ou des événements tout à fait qui permettent d'avoir une audit après sur le système. Je reviendrai si j'ai un peu de temps dessus. Après, nous avons une troisième étape qui est la spécification technique, qui elle est en cours d'écriture en quelque sorte, et qui permet en fait à partir de toutes du fonctionnel et des normes standards, d'avoir une vision plus technique, plus une vision de développement pour pouvoir mettre en œuvre les différentes traces que l'on veut envoyer au gestionnaire de traces, par exemple, et donc de bien mettre en évidence les événements que l'on veut tracer. Ce volet sera mis en concertation, donc la traçabilité des DMI, fin juin de cette année. Donc, rapidement, l'étude métier, alors, correspond à la liste des acteurs donc, dans le circuit du DM et leur rôle. On a une liste des échanges et des cas d'usage et tracer des événements indésirables, par exemple, rencontrés durant chaque étape. Alors, on a la demande du DMI, commander un DMI, réceptionner par le gestionnaire de DMI, délivrer le DMI au service utilisateur, transporter le DMI, réceptionner le DMI par le service utilisateur, bien sûr, poser le DMI et facturer le DMI. Donc, ça, c'est les grandes étapes du circuit dans lequel on va essayer à chaque fois d'instancier des traces pour bien stocker l'information et puis pouvoir éventuellement, s'il y a des événements indésirables, avoir des actions. Le gestionnaire de traces pourra peut-être apporter des actions et des notifications vers l'environnement utilisateur. Donc, l'étude métier comporte des spécifications fonctionnelles. Donc, ça correspond à l'organisation du contexte métier. Donc, on a vu les acteurs, les rôles, les cas d'usage, la définition des processus collaboratifs dans chaque grandes étapes du circuit, la description des processus donc, collaboratifs et identification des flux, et aussi dans chacun des flux, les données qui sont véhiculées. Donc, comment on modélise les données qui sont véhiculées. Donc, la qualification des échanges entre les partenaires, identification des informations métiers présentes dans chaque flux structuré, et on en a profité aussi pour faire une modélisation très proche du DM par rapport à toutes les nouvelles réglementations en cours. Donc là, je vous ai mis un petit peu à droite, par exemple, un exemple d'un processus métier, qui est ici la réception du DM en établissement de santé. Donc, on voit très bien qu'on a à la fois le fournisseur d'un côté qui envoie une information de délivrance du DM au gestionnaire de réception. Lui-même va qualifier ou pas le DM et puis il enverra une information vers le gestionnaire du dispositif dans l'API, par exemple. Et donc là, en titre d'exemple, le flux métier, donc livraison du DM, va comporter, je dirais, une modélisation, donc que je vous ai mis un petit peu là à droite, où là vous avez la livraison donc des différentes caractéristiques, et après vous avez des liens vers, par exemple, le dispositif médical, vers donc la personne qui reçoit, qui a réceptionné, le fournisseur, etc. Donc des informations importantes. Et puis, donc ça c'est la partie métier. Donc chaque flux va véhiculer ces informations, va modéliser ces informations. Et puis nous avons un déclenchement d'une trace à chaque fois. Là, par exemple, nous avons une trace où là le DM a été rejeté pour X raisons. Et donc la modélisation de la trace va s'effectuer d'une manière assez générique, comme je vous ai mis à gauche. Donc, transmission de traces avec un rejet de la livraison. Et là, vous avez un événement qui est donc un rejet, et dans lequel nous avons un objet événement, dans lequel nous avons un contenu, et ce contenu sera structuré ou non structuré. Il sera structuré, ça peut être la modélisation
qui est faite un peu plus haut que je vous ai montré, où là, on a la livraison et le dispositif. Donc, dans le contenu, on va pouvoir le placer. Et donc, du coup, envoyer cette trace à un gestionnaire de traces, un logiciel qui va pouvoir, lui, effectuer les notifications ou les actions correspondantes. Donc, c'est cette partie gestion de traces, modélisation de la trace sur laquelle nous avons effectué nos normes et standards. Parallèlement à ça, nous avons dans l'étude métier décrit très finement le dispositif médical, et nous avons fait avec donc nos collègues d'Interop Santé et de FAST l'alignement sémantique avec FHIR. Donc, nous avons repris les attributs de la classe dispositif médical de cette étude métier. Nous l'avons en fait mappé avec le FHIR Release 4, et nous avons identifié donc 3 ressources que nous avons utilisées. Le device, donc qui correspond à l'attribut d'instance physique d'un DM, device définition, c'est-à-dire la partie catalogue DM, et l'organisation, qui est le fabricant. Ce qui donne. Alors, donc là, nous avons à gauche la partie, je dirais, métier, modélisation avec la cardinalité, l'attribut, le type, la typologie de l'attribut. Et à droite, vous avez le mapping avec le FHIR. Par exemple, nous avons bien évidemment l'IUD, qui est vraiment le pivot de cette histoire, qui est vraiment qui permet de sécuriser les échanges d'informations, donc qui apparaît tout de suite, mais qui n'est pas obligatoire dans la mesure où, d'une manière transitoire, il faut que nous puissions avoir conservé, c'est pour ça qu'on a conservé l'identifiant local du DM, qui est l'identifiant local dans un établissement de santé, qui peut être un identifiant national ou vraiment localisé à l'établissement, mais qui perdure pendant un certain temps, va perdurer pendant un certain temps avant que l'IUD devienne la norme dans les échanges. C'est pour ça que l'IUD, nous ne l'avons pas mis en cardinalité obligatoire. Donc nous avons, donc là je vais passer assez rapidement, mais tout ceci c'est redécrit dans les études métiers. Alors je vous invite à prendre l'étude métier pour voir réellement à quoi correspondent tous ces attributs. Je n'aurai peut-être pas le temps de tous les passer en revue. Par contre, si vous avez des questions, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc l'analyse des normes et standards du volet traçabilité des DMI correspond vraiment à la traçabilité, comment on va tracer les événements. Les événements pour notification, pour alerter ou pour pouvoir effectuer des audits par la suite. Donc nous avons, avec le volet de généralisation des traces, mis en évidence quelques normes et standards, donc ressources FHIR, des profils IHE ATNA, RESTful ATNA, plus SOL, bon, je ne vais peut-être pas entrer trop dans les détails, de standard ICOM qui est utilisé également. Autre standard intéressant, c'est bien sûr le GS1, le standard Syslog également. Donc, parmi tous ces standards que nous avons étudiés, nous avons proposé quelques standards qui reflétaient un petit peu ce que l'on voulait faire et qui pouvaient apporter quelque chose. C'est plutôt la partie RESTful ATNA, qu'on appelle générique ici parce qu'en fait, dans le volet ça peut être utilisé pour toutes sortes d'événements. Et par contre, là, pour la traçabilité DMI, bien entendu, on va utiliser dans le bloc de la trace, donc le contenu que je vous ai montré tout à l'heure, la partie, je dirais, métier du flux de l'événement, en fait, du flux par exemple, la livraison du DMI, on mettra la modélisation de la livraison dans ce bloc de traces. Par exemple, si on veut amener justement avoir une information fine sur la livraison. Et donc, d'autre part, dans la modélisation de la trace, nous avons normé les types d'événements. Nous en avons 15 que nous avons créés dans
et qui sont publiées dans les nomenclatures des objets de santé de l'ANS. Donc ça s'appelle une TRE, donc je dirais la nomenclature est la TRE-R 254, qui permet en fait de typer l'ensemble des événements. Nous avons créé en fait 15 pour le moment, qui correspondent aux grandes lignes en fait de ce que l'on peut rencontrer comme événement. Alors ça peut être la réception valide d'un ADM, la réception non valide, la pause du dispositif médical, un DM qui est non conforme, un échec de pause. C'est en parallèle en fait de cette nomenclature, c'est un peu ce que l'on peut retrouver dans la liste qui est publiée par Europharma, qui correspond aux événements indésirables rencontrés lors de l'utilisation d'un DM stérile, je crois. Mais là, on va un petit peu, on n'a pas que des DM stériles, on a donc là, c'est une typologie de toutes sortes d'événements qu'on pourrait rencontrer dans ce circuit. Donc là, pour finir cette petite présentation, nous avons en cours la spécification technique du volet et qui reprend les normes donc standards. Donc là, on a vu que la norme pour la traçabilité, c'est RESTful ATNA avec du Fire, la ressource Fire, qui met et du syslog, qui nous paraît le plus opportuniste, le plus pertinent. Mais évidemment, il faut pas s'arrêter à nos préconisations, parce que ça dépendra de votre organisation, de votre architecture, et bien entendu, si vous avez un gestionnaire de traces qui fonctionne avec les standards GS1, on ne va pas vous demander de tout casser pour implémenter la solution RESTful ATNA. Voilà. Mais c'est des possibilités qui sont intéressantes pour pouvoir tracer d'une manière pertinente et pour que ce soit, je dirais, interopérable avec différents systèmes d'information que l'on peut rencontrer dans un établissement. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci, Monsieur Sebelin. On va donner tout de suite la parole, Laurence. Tu récupères l'écran? Oui, je récupère l'écran. Je partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore, Laurence. Il devrait arriver. Partager. Ça arrive. Ça arrive? C'est bon. Très bien. Bien, bonjour à tous. GS1 France remercie Europharma pour cette invitation à la 3e session des Jeudis de l'IUD déjà. Je suis Laurence Azoulay, catégorie manager chez GS1 France pour la filière santé, c'est-à-dire pour tous les sujets qui touchent aussi bien le médicament que le dispositif médical. Concernant notre webinaire d'aujourd'hui sur les échanges fabricants-hôpital, je vais vous présenter la fiche produit dispositif médical. Alors, commençons par une rapide présentation de GS1, qui est une organisation mondiale de standardisation neutre et à but non lucratif, créée par les entreprises pour faciliter l'échange d'informations et le commerce. Elle est présente à travers 115 organisations locales, dont GS1 France est la représentante pour la France, couvre 150 pays et compte 2 millions d'entreprises adhérentes dans le monde, dont près de 50 000 en France. Nous accompagnons les entreprises de toute taille dans de très nombreux secteurs et plus de 6 milliards de scans de code barre sont effectués par jour dans le monde au format GS1. En plus des standards, GS1 offre également un espace de collaboration pour permettre aux entreprises de résoudre ensemble des problèmes qu'elles ne parviendraient pas à résoudre seules. Et la fiche produit du dispositif médical en est un excellent exemple. Je vais vous le détailler juste après. Enfin, GS1 est reconnu par des organisations internationales de renom, l'OMS, l'Organisation mondiale des douanes, l'OTAN, et nous sommes reconnus comme ONG par l'ONU. Rentrons dans le sujet de la fiche produit, c'est-à-dire la carte d'identité des dispositifs médicaux. Donc, de quoi s'agit-il?
À la demande des adhérents, de ses adhérents, GS1 a ouvert en 2019 un groupe de travail, également appelé groupe de standardisation, pour déterminer les règles d'utilisation relatives aux dispositifs médicaux dans les échanges d'informations produits entre les différents acteurs du marché français. Les membres du groupe souhaitaient ainsi harmoniser leurs pratiques afin de gagner en productivité, en efficacité et bien sûr en qualité de la donnée. Donc, le groupe de standardisation était composé de fabricants, de distributeurs, de groupements d'achat, de syndicats, d'offreurs de solutions et se sont accordés par consensus sur la liste des attributs à s'échanger. Et ce travail s'est concrétisé par la mise à disposition d'une fiche produit. Donc, l'outil permet de fournir aux partenaires commerciaux des informations complètes et à jour sur les dispositifs, de disposer d'un format unique d'échange, de contenir toutes les données échangées entre les différents opérateurs, que l'on parle de logistique, d'achat, de marketing, de réglementaire, et d'automatiser, de permettre l'automatisation des processus d'échange d'informations. Donc, les utilisations de la fiche, les informations contenues permettent en effet différentes utilisations. Nous avons entre autres tout ce qui concerne le référencement et la commande de dispositifs, le transport avec une idée de pouvoir aussi prendre en considération l'optimisation, remplissage des moyens de transport, respect de la réglementation, la réception pour l'entrepôt, le stockage, toujours avec cette notion d'optimiser les process et de respecter la réglementation en vigueur, et la facturation et le contrôle de la facturation. Alors, pour faire simple, la fiche produit, en fait, c'est un fichier Excel qui contient tous les attributs statiques utilisables dans le secteur du dispositif médical avec les formats et les règles de gestion associées. Donc, vous voyez en bas de la diapositive un court extrait du fichier qui contient de très nombreuses lignes, car comme vous le constatez dans la première colonne à gauche, il n'y a pas moins de 275 attributs repris dans la fiche. Alors, du fait de ce grand nombre d'attributs difficilement exploitables intégralement, la fiche a été décomposée en attributs obligatoires. Donc, nous avons 21 attributs qui permettent d'identifier de façon, je dirais, non ambiguë le dispositif concerné. Donc, par exemple, le GTIN, le Global Trade Item Number, c'est en langage GS1 le standard qui correspond à l'UDIDI ou IUDID. Ou encore la description longue d'un dispositif, son pays de commercialisation. Nous avons également les attributs dépendants. Alors, nous en décomptons plus de 40. En fonction d'un attribut précédemment renseigné, certaines informations, du coup, peuvent être ou non complétées. Donc, par exemple, l'identification de l'agence de codification qui doit être renseignée si un code d'identification GTIN a été saisi. Donc, on aura un lien entre deux attributs. Enfin, nous avons les attributs optionnels et nous en dénombrons pas moins de 210. Alors, ça peut faire en effet un petit peu peur, mais ces attributs restent à la discrétion de l'industriel qui souhaitera ou non communiquer ces informations. Donc, par exemple, dans le contexte de la traçabilité, nous retrouverons le Global Model Number, c'est-à-dire le standard GS1 qui correspond au basique UDIDI ou ID de base, le type de code barre utilisé par l'industriel, ou dans un autre domaine, on pourrait prendre par exemple le code douanier. Les informations dynamiques ne figurent pas dans la fiche produit. C'est un point important. Si on passe à la deuxième colonne, donc la fiche produit concerne tous les niveaux logistiques et l'éditeur de l'information, alors il peut s'agir d'un fabricant, d'un industriel, d'un distributeur ou encore d'un détenteur de la marque commerciale du dispositif médical, vont attribuer des fiches produits principalement aux unités commandables, livrables et facturables. Nous passons ensuite à l'interopérabilité et c'est un des piliers de la fiche qui répond aux besoins des acteurs de la filière, aux prérequis réglementaires et qui peut être interconnecté avec des catalogues électroniques, des bases de données et produits ou des PIM, des Product Information Management. Enfin,
la fiche peut évoluer en fonction des besoins métiers des utilisateurs français. Pour ce faire, il existe chez GS1 un process de maintenance de la fiche pour prendre en compte les évolutions. Alors, nous en sommes à la fiche version 3.1.15 et un guide utilisateur va permettre aussi de détailler tous les attributs et ces deux outils seront prochainement disponibles sur le site internet de GS1 en total libre accès. Nous arrivons ensuite aux échanges d'informations et quels sont donc les moyens qui sont existants pour pouvoir s'échanger l'information. Donc, il existe 3 grandes familles pour vraiment schématiser. La première, c'est être plutôt dans une version manuelle. On en rencontre encore beaucoup pour pouvoir charger des fichiers via un portail Internet d'un groupement d'achat ou d'hôpital ou tout simplement avec une saisie directe manuelle. Nous avons ensuite la possibilité d'avoir une version digitalisée des informations de la fiche produit en connectant directement la fiche à un catalogue électronique qui enverra ensuite les informations aux partenaires commerciaux de l'éditeur de l'information. Et enfin, nous avons une version qui est à la fois digitalisée et synchronisée à l'aide du réseau GDSN. GDSN, ça signifie le Global Data Synchronization Network et c'est un réseau opéré par GS1. Donc, en fait, il s'agit d'un réseau de data pool catalogues électroniques qui sont interopérables et certifiés par GS1 et qui permettent aux entreprises de synchroniser en toute sécurité des données via les standards GS1. Donc, en fait, la GDSN va permettre le partage en temps réel des données et des mises à jour de produits entre partenaires commerciaux qui sont abonnés. Cela signifie qu'une entreprise peut avoir l'assurance que lorsque un de ses fournisseurs met à jour un produit, sa propre base de données est également mise à jour en conséquence. Donc, au besoin, nous sommes à votre disposition pour vous communiquer des informations complémentaires sur ce sujet. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Donc, si vous avez des questions, une équipe GS1 est dédiée à la santé. Merci Laurence. Je passe tout de suite la parole à Alban parce que nous sommes un petit peu à courir. Tout à fait. Voilà, merci. Merci Alban. Voilà. Normalement, vous allez voir mon écran. Je vais passer en mode présentation. C'est bon, vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Donc, ce que l'IUD va changer, donc l'impact principal de l'utilisation de l'IUD va surtout améliorer donc la qualité de nos échanges entre établissements de santé et laboratoires. À ce jour, les systèmes des établissements de santé et des laboratoires sont pas ou très peu communicants entre eux. La codification donc des produits étant propre à chacun des systèmes, une intervention humaine reste nécessaire dans beaucoup de tâches du quotidien. Donc, ce qui nécessite souvent donc soit un décryptage, voire une interprétation des données, ce qui est également souvent source d'erreur. Donc, que ce soit au sujet de la référence commerciale du fabricant ou de la référence interne de l'établissement et encore de la description commerciale, sur ces points, l'IUD va mettre tout le monde d'accord en identifiant de façon unique un produit. Donc, les laboratoires, tout comme les établissements de santé, on a tous à y gagner, à intégrer l'IUD dans nos fiches produits. Ça va déjà fiabiliser donc les données en indiquant dans chacune des fiches produits de nos systèmes cet identifiant unique. Ça va également assurer un meilleur suivi des échanges, donc à la fois avec les laboratoires, mais également dans les différents systèmes internes des établissements. Il y aura une réduction des erreurs avec normalement moins de litiges à gérer. Une optimisation des process qui sera possible, donc notamment lors de la réception ou de l'utilisation et la consommation des produits. Ainsi que des perspectives d'automatisation avec la mise en place d'un flux EDI, par exemple, pour laquelle l'IUD ID ou le GTIN est l'élément primordial. Donc l'IUD, selon moi, c'est le chaînon manquant pour une meilleure collaboration donc, entre les établissements de santé et les laboratoires à l'avenir.
Sur les produits, donc l'IUD est disponible donc sous plusieurs formes et à plusieurs endroits. Il doit pouvoir être lu et compris par l'œil humain, là, comme vous pouvez le voir sur la partie de gauche de l'étiquette, mais il est également disponible sous forme de code barre, donc à une dimension ou à deux dimensions, donc sur le conditionnement extérieur, intérieur, et à terme sur les produits eux-mêmes pour les produits réutilisables. Donc, la lecture code barre a pour principal avantage de pouvoir accélérer les processus métiers, donc en réduisant les traitements manuels qui sont souvent source d'erreurs. Mais pour cela, il faut que l'IUD soit déjà connu dans le système. Donc, les systèmes peuvent être mis à jour donc avant la réception des premiers produits, en récupérant les informations de l'IUD-ID donc via des données d'AMED ou, comme vient de l'expliquer Laurence, sur d'autres bases interopérables comme la base GDSN par exemple. Et l'IUD-IP, donc tout ce qui va concerner éléments de date de péremption et numéro de série, eux seront connus qu'au moment de la livraison du produit dans le centre. Donc, normalement, la plupart des systèmes ont déjà un champ prévu à cet effet-là dans les fiches produits pour pouvoir y intégrer l'IUD-ID. Donc, ce sont des champs qui peuvent être appelés code barre, GTIN, EAN, HIBC. Donc, si vous avez un doute ou vous ne trouvez pas cette information-là dans vos systèmes, vous pouvez demander du support à vos éditeurs de logiciels pour savoir où stocker donc, cette information. Mais en tout cas, la mise à jour des fiches produits est vraiment la première étape à réaliser pour pouvoir améliorer nos échanges. Donc, bien entendu, cet identifiant, l'IUD-ID, permettra d'améliorer nos échanges seulement si elle est disponible sur les documents qui sont transmis et échangés entre l'établissement de santé et les laboratoires, parce que si chacun les garde de son côté, on n'aura aucune opportunité d'amélioration de nos échanges. Tac, excusez-moi. Voilà. Donc, il y a un bénéfice non négligeable d'uniformiser les échanges. Donc, il existe sur le territoire donc un grand nombre d'établissements de santé qui se fournissent auprès d'un grand nombre de laboratoires qui, d'un côté comme de l'autre, utilisent différents systèmes de gestion pour leur activité. Donc, au milieu de tout cela, nous avons différents modes de fonctionnement qui ont été mis en place donc, il y a plusieurs années et qui ont évolué au fil du temps, ce qui devient de plus en plus compliqué à gérer, notamment pour les côtés des laboratoires, où nous recevons de plus en plus de demandes concernant des formats de catalogue spécifiques établissement par établissement. Donc, se baser sur une base de données commune va apporter déjà de nombreux bénéfices, bien entendu, du côté des laboratoires, parce que l'on n'aura plus qu'un seul type de fonctionnement à gérer, ce qui sera bien plus facile, mais aussi du côté des établissements de santé, en devenant autonomes sur la collecte des informations dont ils ont besoin. Donc, les avantages de suivre ce schéma permettra donc déjà d'allouer des ressources sur un seul et même mode opératoire, ce qui sera bien plus simple à gérer, tout en s'assurant que les évolutions réglementaires et technologiques soient prises en compte dans les évolutions des outils. Et cela afin de garantir donc, le maintien des échanges futurs entre les établissements de santé et les laboratoires. Donc l'IUD ouvre des perspectives pour l'avenir. Il y a également des défis qui seront à relever pour une intégration complète. Concernant les perspectives, donc c'est indéniablement l'amélioration de la traçabilité des produits qui en ressortira renforcée, donc à la fois à la pharmacie, mais également dans les unités fonctionnelles des centres qui n'utilisent pas toujours les mêmes systèmes. Il y a une opportunité d'optimiser le processus de réception ou du contrôle des produits reçus. Donc, soit en scannant les codes barres des produits reçus qui intégrera automatiquement les numéros de lot et les numéros de série ainsi que les dates de péremption dans le système de l'établissement. Donc là, l'IUD-ID, donc ce code GTIN, faisant lui le lien entre les produits reçus et la fiche produit à utiliser pour la gestion du stock.
Ou une autre possibilité, on peut également intégrer au préalable un bon de livraison électronique qui contiendra déjà ces informations-là, donc le numéro de lot ou le numéro de série et la date de péremption. Et là, la lecture code barre à réception des produits aura pour but de contrôler que les produits reçus soient conformes avec les produits contenus dans le bon de livraison électronique. Autre perspective sur la base de l'IUD-ID, comme maintenant on parlera le même langage, il n'y aura plus de barrière opérationnelle pour mettre en place un flux EDI complet, donc intégrant à la fois donc la commande, mais également la confirmation de commande dans lequel vous allez pouvoir obtenir des informations sur ce qui va pouvoir être livré ou pas. On va aller jusqu'au bon de livraison et également nous pourrons fournir la facture. Il nous reste quand même aussi quelques défis à relever pour intégrer l'ensemble des processus métiers, comme la gestion hiérarchique, la hiérarchie logistique donc d'un produit par exemple, donc qui est un élément qui est clairement défini dans l'IUD, mais qui demande encore quelques ajustements dans nos systèmes de gestion pour transcrire l'unité consommable tracée au sein de l'établissement par rapport à l'unité logistique utilisée par les laboratoires. On a également la gestion du matériel de prêt, pour lesquels les références ne sont pas forcément créées à la réception des produits, mais plutôt à la consommation. Et il y a aussi donc la traçabilité et la régularisation des kits, dont souvent l'offre commerciale proposée n'est pas toujours compatible avec les exigences de traçabilité sanitaire dont vous êtes responsable. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Sans plus tarder, je passe la parole à Camille qui va présenter donc le catalogue ICAT Santé et enchaînera par la suite Agnès pour qu'on arrive à garder. On débordera vraisemblablement jusqu'à 10h05, j'annonce à tous les participants. Merci Dominique. J'espère que vous voyez correctement mon écran, en tout cas le temps que ça arrive. Donc, merci beaucoup pour nous permettre de faire cette intervention aujourd'hui. Donc, Camille Lavonne, je représente le RESA, l'un des 3 groupements d'achats nationaux qui opèrent auprès d'établissements de santé. Et je vais vous présenter donc notre projet de catalogue électronique, donc ICAT Santé, que nous avons développé et mis en place depuis l'année dernière et qui nous permet de proposer aux établissements de santé d'accéder à de l'information produit dématérialisée en nous basant donc sur des standards qui ont été énoncés précédemment et notamment donc le standard de fiches produits de GS1 et qui va permettre aux établissements finalement de faire le lien entre toutes ces informations qu'ils doivent tracer, qu'ils doivent récupérer et avoir au niveau de leur système et de faire le lien notamment avec maintenant la création de tous ces identifiants donc IUD. Alors, au niveau donc du catalogue que vous avez sous les yeux, aujourd'hui, les établissements donc, voient ce que vous avez de présenté et nous avons du coup la possibilité d'échanger des fiches produits entre les industriels d'un côté qui, eux, peuvent nous transmettre de l'information soit au travers d'un portail qu'on leur met à disposition, soit au travers du réseau d'échange GDSN qui a été évoqué par Laurence. Côté établissement de santé, vous avez la visualisation sur le portail qu'on peut leur mettre à disposition, sachant que nous travaillons sur une intégration partielle, voire totale des informations dans les systèmes de GEF, pour éviter au maximum la ressaisie des informations et vraiment la création en automatique de ces fiches dans leur système. Au niveau des données que les établissements vont pouvoir recevoir et filtrer, ils vont pouvoir faire leurs recherches sur la base d'un numéro de marché RESA et donc afficher des fiches produits qui sont en marché ou non avec le RESA, sachant que notre catalogue est vraiment ouvert à l'ensemble des industriels sur l'ensemble de leur périmètre produit. Donc, 2 possibilités pour les industriels qui le souhaitent, soit de nous charger uniquement des fiches produits pour donc des produits qui sont référencés au RESA ou l'intégralité de leur catalogue. Le but étant vraiment de faciliter le processus d'approvisionnement des produits et donc de permettre à tous de se baser sur des référentiels communs, sur un partage d'informations effectif et sur des données produits qui sont vraiment mises à disposition de tous.
Donc, les établissements de santé ont la possibilité de télécharger au format CSV l'ensemble des fiches produits qui sont mises à disposition. Ils vont retrouver donc des données qui sont structurées et chargées donc directement par les industriels qui gardent la maîtrise de leurs informations de produits, qui gardent la maîtrise également sur le format et sur la mise à jour des données qui sont chargées. Donc, au niveau de ces données, vous voyez que le catalogue est basé donc, effectivement sur les standards GS1 et la mise en regard d'un code IUD avec une référence interne pour permettre aux établissements effectivement de charger donc de mettre en regard finalement ces deux identifiants qui deviennent obligatoires et qui doivent être effectivement donc chargés et stockés au niveau de leur système. Et donc finalement la possibilité de récupérer toutes les informations descriptives associées au produit de manière donc interopérable et structurée. Les champs de données repris correspondent totalement donc, aux standards tels que définis par GS1. Ils sont regroupés donc, par blocs de données de la même manière que l'on peut l'avoir sur la fiche produit et vont permettre de décrire l'utilisation du produit, sa commande, son conditionnement, son utilisation et finalement toutes les données qui vont pouvoir lui être attachées et qui sont essentielles pour sa bonne utilisation. Les fournisseurs également qui le souhaitent vont pouvoir nous mettre à disposition des documents ou des images, voilà, ainsi que des notices d'utilisation, des certificats de marquage CE ou des résumés de caractéristiques produits. Donc, cette solution est vraiment mise à disposition de manière gratuite auprès de l'ensemble des établissements qui souhaiteraient en bénéficier. Et si vous souhaitez du coup nous contacter ou avoir de plus en plus d'explications sur l'utilisation du cas de santé, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Voilà, je vais essayer de faire court pour qu'on ait du temps pour les questions derrière. Merci Cécile. Camille, pardon, Agnès. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran? Oui, parfait. D'accord, merci. Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, je suis Agnès Vabois, directrice opérationnelle chez ACL Santé et je vais vous présenter le e-catalogue ACL Santé dans la suite des présentations qui ont été faites ce matin. Voilà, donc d'abord, qu'est-ce qu'est ACL Santé? ACL Santé est une association à but non lucratif qui fédère et appartient à l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution pharmaceutique des produits de santé, les fournisseurs, que ce soit les fabricants et les distributeurs, les dépositaires, les répartiteurs, les pharmacies des établissements de santé, les officinaux. En permanence, nous sommes à l'écoute des besoins et des évolutions réglementaires et développons des outils partagés pour faciliter la diffusion des informations de produits et favoriser leur utilisation pour les patients, que ce soit le référencement du produit, des bases de données, la démat ACL conduisant au e-catalogue et des groupes d'experts qui émettent des recommandations sur les échanges interprofessionnels. Donc, à ce stade, je vais vous expliquer comment fonctionne le e-catalogue dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce e-catalogue est alimenté exclusivement par le fournisseur. Par contre, excusez-moi, mais ça... Voilà. Donc, les données sont descriptives, réglementaires, économiques et logistiques. C'est donc une source d'information fiable et tracée. Et ce système permet un lien direct entre le fournisseur et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Pour chaque type de client fournisseur, le fournisseur choisit d'envoyer son e-catalogue soit sous forme de fichier Excel, soit par le GDSN. Le e-catalogue ACL Santé, créé sur mesure par et pour les partenaires de la chaîne de distribution, facilite le référencement des dispositifs médicaux. Il fiabilise les données qui sont exportables et exploitables par chacun des acteurs à tout moment et pour tous. Son objectif, c'est de simplifier et consolider le référentiel article dans le e-catalogue ACL Santé. Pour ce faire, l'équipe ACL Santé est à votre disposition et à votre écoute avant le lancement des produits pour vous permettre de remplir ce e-catalogue qui contient des contrôles métiers pour faciliter le remplissage réalisé le plus souvent par chargement automatique en provenance du système d'information qui va alimenter DAMED.
Donc, différents systèmes d'alimentation existent, mais le plus performant est celui d'alimentation à partir du propre système d'information du fournisseur, qu'il soit fabricant ou distributeur. Cette fiche, ce catalogue est issu d'une fiche produit ACL Santé, dont vous voyez les rubriques ici à gauche. Ces informations ont pour objectif de faciliter les échanges, et donc cette fiche produit inclut les données de GS1 et elle contient également en complément toutes les informations réglementaires françaises, notamment pour le remboursement, ce qui est très important, et pas que le remboursement, d'ailleurs, nous allons le voir plus loin. Dans les informations descriptives, le code IUD est la clé de voûte de la fiche produit. C'était le code de GETIN depuis de très nombreuses années dans la base ACL Santé. Nous avons une grande expérience de l'utilisation de ces codes maintenant dans la chaîne de distribution. Et nous avons bien sûr maintenant associé le code IUD dans cette fiche. La variation de l'IUD était gérée par le code ACL Index qui relie les différents IUD entre eux et permet la traçabilité des produits durant toute sa vie. Et cette traçabilité va jusqu'aux études de marché et aux études de remboursement des produits. Ensuite, les informations de marquage et de certification, les informations réglementaires. Toutes les informations nécessaires à l'application du règlement européen sont présentes dans le catalogue ACL Santé. Ce catalogue permet aux fabricants et à ses distributeurs de disposer d'un service qui contient les données primordiales pour l'approvisionnement des dispositifs médicaux dans les établissements de santé. Et comme vous pouvez le voir, le marquage chez eux, la classe du DM, si le produit est traçable, à quel niveau il est traçable, le nom d'organisme notifié, le corps de l'organisme notifié, la date de limite de validité du certificat de marquage et un lien vers ce certificat de marquage, puisqu'il est possible de déposer des documents ou faire des liens vers des sites dans lesquels ces documents existent. Documents nécessaires au référencement des dispositifs médicaux, puisque légalement, le règlement délégué les impose. En fait, ces fiches produits sont issues de la base produit ACL Santé qui permet des recherches personnalisées selon vos besoins. Cette base de données, elle est mise à disposition de tous les acteurs. Elle permet en quelques clics d'obtenir les principales informations sur les produits et particulièrement si le produit est remboursable ou non, ce qui est important au niveau de la prescription. Le circuit de distribution qui est également important en cas de prescription de sortie hospitalière pour savoir si le produit est disponible en officine de ville. Et également le code remplacé par un code d'évolution de gamme, c'est-à-dire un lien entre l'ancien produit et le nouveau. Et tout ceci, bien sûr, est historisé dans la base produit ACL Santé disponible à tout moment. Donc, cette solution de e-catalogue ACL Santé est opérationnelle pour vous tous. Elle permet oui. On boucle. La traçabilité, l'accompagnement, elle est conforme aux exigences et conforme à la réglementation. Elle est simple parce qu'il y a un seul code entre un code GETIN et un code IDUA, il y a un seul lien. Elle réunit toutes les informations demandées par les pharmaciens et une seule saisie dans le système d'information de l'acteur suffit pour diffuser à tous cette information. La simplification est l'objectif du e-catalogue. Celui-ci est déjà utilisé par plus de 110 fournisseurs et vous voyez ici quelques exemples. Voilà, merci pour votre écoute et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Cécile, Antoine. Alors, et j'invite aussi les intervenants. Il y a quelques questions, à mon avis, qui peuvent être répondues en direct à l'écrit par certains qui sont très précises. Donc, la première, c'est à terme, tout sera-t-il informatisé ou bien des documents papier seront malgré tout conservés, tels que le bon de livraison avec les numéros de lot? Ça, je crois que Gilles voulait éventuellement répondre. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Gilles. Oui. Comment dire, ce caractère dynamique, il est lié à deux choses. D'abord, le fait que il y a une évolution des informations dans le temps et qu'il faut donc que ces informations parviennent aux acteurs dans les établissements de santé, j'allais dire au fil de l'eau. En tout cas, que l'information qui est disponible soit une information qui soit toujours pertinente à un moment donné.
Et la deuxième, c'est qu'il faut aussi organiser la chaîne de mise à jour du référentiel, d'abord pour que le référentiel à la disposition de l'établissement soit à jour, et aussi pour que les informations de ce référentiel parviennent à l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, il y a encore dans les établissements, j'allais dire trop, parce que je pense que c'est effectivement un des problèmes, il y a trop de duplication de bases référentielles, avec des mises à jour qui ne sont pas des mises à jour au fil de l'eau. Donc ce caractère dynamique, temps réel, il est extrêmement important. Et par ailleurs, je pense que les discussions que nous avons eues le montrent à l'envi. Le nombre extrêmement important de références fait que il est aujourd'hui impossible d'imaginer que le maintien, la mise à jour des référentiels et l'intégration en temps réel des différentes évolutions soit à la main de l'établissement lui-même et se fasse de manière locale. Il est absolument nécessaire que les établissements aient à leur disposition un référentiel, j'allais dire professionnel, mis à jour par des acteurs dont c'est le métier et qui leur garantissent justement ce caractère dynamique de la mise à jour qui va permettre elle-même l'utilisation en temps réel dans les processus. Ok, alors une question intéressante sur la mise en place de l'IUD et du fait que certains établissements reçoivent des produits dont ils pensent qu'il y a des problématiques. Donc, dans ce cas, nous nous rapprochons des fabricants pour signalement et demande de mise en conformité. Déclaration parallèle matériaux-vigilance. Les réponses des fournisseurs peuvent être étonnantes. N'y a-t-il pas opportunité de créer une identito-vigilance, donc une vigilance de l'IUD et il faudrait en trouver les acteurs. Alors, ça, je peux peut-être apporter une info. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Ce que je comprends, c'est que les déclarations de vigilance, et ça peut paraître logique, hein, une problématique d'IUD peut peut-être conduire à un risque d'incident. Donc, si la voie de la vigilance et de la matériaux-vigilance fonctionne, pourquoi pas. Après, c'est peut-être un sujet qu'il faudra qu'on aborde de façon plus globale au fur et à mesure de la mise en œuvre avec les instances, mais il n'y a pas réglementairement de vigilance prévue spécifique à ces problématiques d'IUD. Alors, il y a pas mal de questions. Nous fournissons des étiquettes de traçabilité avec nos DM de classe 2A, utilisées en chirurgie mini-invasive, non implantables. Ces étiquettes sont collées dans les dossiers patients. Quel IUD-DI mettre sur ces étiquettes, même IUD-ID que celui imposé sur le système de barrière stérile ou autre, ou aucun, merci. Donc là, on comprend qu'on est sur du non implantable. À ce stade, on n'est pas encore la qualité sanitaire qui sera choisi en France, même si on pense qu'il sera très lié à l'implantable. Donc en termes d'obligations réglementaires, la fourniture de ces étiquettes de traçabilité détachables pour les coller dans les dossiers n'est pas requise, hein, obligatoirement. Dominique, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais en première lecture, il n'y a pas forcément d'obligation à le faire. Et s'il est fait, il faut que ce soit l'IUD-ID de la partie qui aura été, du consommable qui aura été utilisé. Après, ça veut dire qu'il y a une production d'étiquettes, donc c'est du temps de production d'étiquettes supplémentaires. Et cette étiquette, il faut qu'elle ait au moins un lien avec l'IUD initial du dispositif, si c'est un code interne. Voilà. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose de tracer les instruments, mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Une question très technique, est-ce que CIODM va intégrer la fiche GS1? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Donc, il y a Étienne qui a répondu en disant que c'était en cours de réflexion. Pardon. Voilà, je vous avais mis la réponse. Hein. Il faut suivre les deux écrans. Alors, lors d'un webinaire Reza I4 Santé, il nous a été dit qu'un groupe de travail était lancé pour
Oui, il y a mon écran qui n'arrête pas de bouger. Ah ben non, c'est que la réponse a été faite, donc j'ai perdu la question. Est-il prévu un focus sur le lien entre l'IUD et la nouvelle classification européenne, italienne des DM, qui va être retenue, qui pourra nous aider à classer, acheter, comparer, chercher des alternatives entre DM? Donc, lors de la première séance, on a évoqué ce sujet de l'EMDN, alors qui est basé sur la nomenclature italienne, la CND, mais qui est bien reprise au niveau européen par la Commission européenne. On en est à l'étape de traduction anglaise et je crois que la consultation est toujours ouverte si vous voulez aller regarder et proposer des choses, et des travaux sont en cours pour que la réponse, enfin la traduction française soit disponible en septembre. Je crois qu'Euroformat travaille activement sur ce sujet. Donc Dominique, si tu veux compléter. Donc, tu as tout dit. Il y a Gilles qui voulait en rajouter un peu, donc peut-être Gilles. Oui, il faut savoir que cette question, c'est une question qui intéresse aussi la sphère État. La TIH a aussi travaillé ces derniers temps sur l'intégration de l'EMDN dans ses propres systèmes d'information. Donc, cette notion, c'est vraiment une notion centrale sur laquelle beaucoup de gens travaillent aujourd'hui. Et quelle est, à l'avenir, la future utilité de la référence fournisseur une fois l'IUD déployé? Alors ça, c'est une très bonne question. Je crois que quelqu'un, Alban, est déjà en train de répondre. Donc, Alban, ouais. Je vous laisse la main. La référence fournisseur, donc, elle perdurera du côté du fournisseur, mais dès que l'IUD-ID sera transmise sur les documents, qu'ils soient des documents papier ou électroniques, la référence fournisseur n'aura vraiment plus d'utilité d'être stockée au niveau de l'établissement. Par contre, le lien peut-être entre le fournisseur et le fait que c'est lui qui a fourni ce produit avec cette IUD, à un moment… L'IUD fera le lien entre la référence interne à l'établissement et la référence commerciale du fournisseur. Mais il faut que l'IUD, donc c'est l'IUD-ID, soit bien communiqué dans les échanges. Si l'IUD-ID n'est stocké que dans les systèmes d'un côté comme de l'autre, mais jamais échangé, il n'y a aucun bénéfice. Il faut vraiment qu'il soit communiqué. Très bien. Alors moi, dans ma file active de questions, je n'en ai plus. Dominique. A priori, les intervenants ont répondu en direct à un certain nombre de questions qui étaient posées. Donc, toutes ces réponses, on va les récupérer. C'est ce que je disais tout à l'heure. On les valorisera donc sous l'aspect d'une foire à questions. Donc, on est arrivé au terme. On a dépassé de 3 minutes, ce qui est peu puisqu'on a commencé avec 3 minutes de retard. Donc, le prochain épisode, je vous invite à y participer. Ce sera le 17 juin au matin. Et ce troisième épisode sera sur les aspects pratiques de l'IUD à l'hôpital. Donc, nous aurons en intervention des sujets sur l'IUD comme clé d'entrée du suivi des dispositifs médicaux à l'hôpital, que ce soit les dispositifs médicaux implantables ou que ce soit des dispositifs médicaux implantables ou non, de la liste en sus et surtout de la liste intra-GHS dont on parle beaucoup actuellement. Et il y aura un retour d'expérience normalement d'un établissement pilote. Donc Gilles et Guillaume seront les grands maîtres de cette session. Donc rendez-vous au 17 juin. Merci à tous les intervenants. Et merci à tous les participants et nous continuons donc sur cet épisode. Nous étions à la moitié du chemin. Il nous reste encore deux rencontres. Donc bonne continuation à tout le monde et bonne